nouvelle Toyota Tercel 1987. Saviez-vous qu'on l'a complètement redessinée pour un meilleur aérodynamisme? Toujours les mêmes standards d'excellence, économie, fiabilité et résistance. Et son nouveau moteur à 12 soupapes, c'est comme un petit génie sous le capot. La toute nouvelle Toyota Tercel Hatchback 87 à 3 ou 5 portes. Comptez dessus pour rouler, comptez dessus pour durer. Cet enfant que vous n'êtes plus, Lipton propose bon appétit. 7 potages et veloutés généreux pour retrouver la chaleur d'une bonne soupe. Bon appétit, un retour aux soupes signé Lipton. Plus on se sent sûr de soi, mieux on réussit sa journée. Certains jours ne sont pas faciles. Certains jours, Stay Free peut aider. Depuis toujours, Stay Free veut dire protection. La protection du système Piano-Sec Stay Free, offert dans une gamme de serviettes hygiéniques, pour vous aider à être sûr de vous tous les jours. Carole, tu as été super. Merci. Soyez sûr de vous avec Stay Free. On sait bien, vous autres, toujours ce qu'il y a de mieux. Tandis que moi, toujours le même thé. Thé, minute. Je connais ce bon goût-là. Cette riche et pleine saveur. C'est Salada, mon thé préféré. Oh, Salada, quel arôme. Salada, quel fin mélange de thé. Il n'y a pas d'erreur, c'est le goût bien spécial de Salada. Mon thé préféré. Salada, plus qu'une simple tasse de thé. Une tasse de thé bien spéciale. Parfait, je vous attends le 24. Au revoir. Ah, le téléphone. Je passe mes grandes journées au téléphone. Tenez. Oui. Qui? Bélan de Bélan et Bélan. Non, sans rendez-vous, impossible. N'empêche qu'avec le téléphone, je peux planifier avec précision tous mes rendez-vous. Comme ça, je perds pas de temps. Et les gens avec qui je fais affaire non plus. L'interurbain Bell, une raison payante de passer ses grandes journées au téléphone. Ah, un cadeau? De Monsieur Bélan. Non, si seulement il avait appelé. Bonsoir tout le monde. Chez Madame Bertrand ce soir, la sexualité dans les années 50. Avec Monsieur Gaston Lheureux, Bruno Roy, Huguette Grenier, Alors j'ai hâte. Denise Bombardier et André Bruno. Ça va être bien le fun, ça fait une bonne soirée. Quel âge t'avais, toi? En 1955 à peu près. En 1955, je suis né en 1900... j'avais 10 ans. T'avais 10 ans. Alors, c'était... Disons que j'avais 10 ans. Il arrondit les coins. J'avais 10 ans, c'était 5 ans après la naissance. Ah oui? En 1950, tu te souviens, Denise? Absolument. Alors... Et à 10 ans, connaissais-tu des choses de la sexualité? Ben, je connaissais des choses parce que j'étais élevé dans un quartier populaire, puis moi, j'ai appris la sexualité dans les ruelles. Je ne l'ai pas appris avec les prêtres parce que le langage était compliqué. Bon, j'avais des notions vagues de ce que c'était, mais déjà, je savais ce que c'était le plaisir. Et le péché, donc? Ben, surtout la notion du péché, ça c'est épouvantable parce que j'avais un directeur spirituel à l'époque au séminaire qui m'avait dit... Non. Au collège. Oui, oui. L'aumônier qui m'avait demandé, à 10 ans, est-ce que tu as commencé à polluer? C'était bien avant M. Goldblum. Et c'était avant la campagne d'environnement. Ah oui, mais je comprenais rien, mais avez-vous commencé à polluer? Puis j'avais dit oui. Et là, j'avais eu droit à un sermon extraordinaire, mais j'avais rien compris. Et j'ai été traumatisé longtemps par la pollution. Mais je savais pas ce que c'était. Mais moi, je me souviens, j'étais en 3e ou 4e année, et on cherchait des mots en cas. Moi, je ne savais pas ce que c'était que... Alors moi, j'étais très, très contente, j'avais dit cotex, mais je ne savais pas du tout ce que c'est. Parce que j'étais très, très petite, j'étais plus jeune dans ma classe, et puis en plus, ça a pris du temps avant que je devienne pubère, beaucoup de temps. Alors donc, je ne savais pas, et là, j'ai vu, il y a eu un silence de mort dans la classe, et on m'a fait sortir à l'extérieur. Et là, la religieuse s'est rendue compte que je ne savais pas visiblement ce que j'avais dit. Donc j'avais 5, 6, 7, 8, moi j'avais 8 ans. Moi, j'ai été menstruée très jeune. Et puis, je peux vous dire quelque chose. Au couvent, quand on était menstrué, il fallait marcher
aux fesses très, très, très serrées pour ne pas que ça paraisse. Et aller jusqu'au point où il fallait mettre nos serviettes sanitaires dans nos poches de sœurs pour ne pas les déposer dans les chutes. Vous voulez dire quand elles étaient souillées? Oui, quand elles étaient souillées, on n'avait pas le droit de les déposer dans les chutes parce que les élèves pouvaient s'apercevoir qu'on était menstrués. De là à se sentir sale, de là à se sentir puni, enfin... Ça, j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça vraiment... Vraiment, là... Donc, je dois être... Tu sais, quand tu dis tu peux même pas marcher, il faut que tu marches en faisant attention, tu peux pas les déposer, puis là, vraiment, tu es dans une... tu peux quasiment pas accepter. Tu n'étais pollué. Oui, tu étais pollué. Moi, ce que j'ai su là beaucoup, c'est l'hygiène. C'est un fait. C'est toi qui étais le polluant. Est-ce que c'est arrivé de prendre... tu n'étais pas pensionnaire, toi, Non. Denise. Toi, tu étais pensionnaire. Oui, de te laver avec ta robe de nuit. Bon, non. Moi, je me suis jamais lavée avec ma robe de nuit, mais je dois dire que l'eau coulait du robinet, pas plus gros que ça. D'accord? Et on avait 8 minutes. Et qui n'était que froide. Et qui n'était que pas trop chaud. Mais c'était pour des raisons d'économie, ça. C'était pas Ça, c'était des rayons. Oui, mais c'était 8 minutes pour prendre le bain. Il fallait se dévêtir, il fallait se laver, il fallait que l'eau coule. Il y en avait un pouce, parce qu'après 8 minutes, c'était fini. Il fallait que la baignoire soit lavée et qu'on soit habillé. Faites tout ça dans 8 minutes. Non, moi, j'ai pas connu ça. On la colorait pour éviter qu'on ne voit les parties sexuelles. Ah oui, ça, j'ai pas connu ça. Jamais entendu Ah, parler. mais très vrai. On colorait l'eau de façon à éviter que les yeux tombent sur le ciel. Mais est-ce que vous avez vu ça? Non, mais j'ai une cousine qui l'a vécu et qui en parle et qui peut en faire témoigner les personnes. Mais 1955, au séminaire, il y avait 24 cabines. Nous étions 24 par classe. Pas chanceux de s'appeler roi parce que c'est l'ordre alphabétique qui fait beau. La douche une fois la semaine, le mardi, 4 heures. Oh oui, ça c'est Ça allait pas ça. Oui, ça c'est vrai. Et un pilote, un capitaine qui règle l'eau pour tout le monde. Alors en bout de ligne, il n'y en a plus. Et toutes ces prescriptions comme ça, toute la façon, rentrant au collège alors qu'on a 12 ou 13 ans, d'apprendre comment passer le pyjama. Parce que là, on doit d'abord enlever sa chemise et la mettre sur sa culotte. Ensuite, enlever sa culotte, passer le pantalon de pyjama. Les bras n'étaient pas indécents. Mais il fallait porter les camisoles également. Porte de salle de toilette fermée 15 minutes après le coucher, ouverte 15 minutes avant le lever. Fenêtre ouverte toute la nuit de façon à réduire les tensions. Salpêtre le jeudi dans le bol de chocolat. Salpêtre, non, Bruno, pas salpêtre. Bon, salpêtre. Ça, oui, salpêtre. Oui, Ah oui? On disait salpêtre, je sais pas. Non, je dis, mais c'est pas... Non, on n'en avait pas. Moi, j'avais l'impression que c'était vrai. Je sais pas, moi. Il s'agit de dire, c'est tellement fragile, je veux dire... C'est tellement fragile et tout ça est tellement dans la tête que c'est juste... mais dans le fond... Les gens le croient. Et des gens l'ont confessé par la suite qui ont été en autorité, qui ont été ou du régime, qui étaient prêtres. Mais ce qui était aussi épouvantable, c'est l'horreur de la nudité. On était curieux, on voulait voir l'autre comment, qu'est-ce qu'il y avait. Plus c'était caché. Alors, il fallait regarder le crucifix, nous, au dortoir, et se déshabiller. Et à la plage, on avait des espèces de sacs qui a inspiré Dior avec sa robe sac, d'ailleurs. Pas de bras, et on se dévêtait dans ça. Courage. Mais non, mais Dior, avant, c'est courage. Je connais ça, t'es parisienne, toi. Alors, on se changeait sous ce sac pour après ça mettre notre braillet, notre maillot. Et on sortait, mais toujours en regardant le fleuve en cas où. Moi, personnellement, j'ai acquis l'habitude, même, c'est très facile pour moi, de me dévêtir complètement sans que personne ne s'aperçoive de rien du tout. On appelle ça se déshabiller en sœur. Se déshabiller en sœur, parce que, puis quand on avait une brassière, puis on avait très peu de temps, tu sais, pour l'enlever puis la mettre, c'était tout un ajustement, on avait les corsets, les brassières, puis tout ce qu'on veut. Alors, tout ça, tout enlever, tout ce lot de vêtements, et le faire d'une façon très discrète, parce que la religieuse, à tout instant, pouvait ouvrir le rideau, puis voir de quelle façon on se déshabillait. Moi, j'étais pas pensionnaire, mais à la maison, quand j'étais petite, quand j'avais à peu près 8 ans, autour de 8 ans, ça s'est passé, je me déshabillais dans ma garde-robe. Je fermais la porte de ma chambre et je me déshabillais dans la garde-robe, et c'était un garde-robe qui était tout petit. Et qui n'était pas éclairé. Non, mais forcément, j'étais dans la noirceur. Et puis on a peur dans la noirceur quand on est enfant. Mais je le faisais quand même. Et je me souviens d'avoir fait des scènes à ma mère des étés pour ne pas porter de manches courtes. Et les fameuses robes soleil. Là, parce que les religieux... C'était joli avec des... Bien oui, parce qu'on lui disait que c'était péché. Indécent.
Et alors, je faisais des scènes, puis ma mère m'avait quand même acheté des robes soleil, mais je mettais des t-shirts en dessous. Mais comment ça se fait que les parents ne réagissaient pas? Bon, parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils y Nous, croyaient. les parents suivaient l'éducation qu'on recevait au couvent. Moi, j'étais pensionnaire à 4 ans et demi, mais mes parents m'ont placé, j'ai ni frère ni sœur, moi. Mes parents m'ont placé là pour avoir une supposée éducation supérieure, d'accord? Mais quand la religieuse disait, on porte, les petites filles, n'oubliez pas que l'été, c'est la saison des péchés. Hein? Et là, oui, c'était la saison une des jolie péchés. chanson française. La chanson des péchés. Et à cause de ça, si la religieuse disait, vous devez porter vos robes, je me rappelle entre l'école 10 pouces de terre. Oui. Mais c'est une petite bonne femme de ma hauteur. C'est-à-dire qu'il fallait, quand on était à genoux, il fallait qu'elle touche à terre. Oui, puis ça, ma mère, qui était une couturière, dessinatrice, elle faisait mes robes, mais toujours en fonction de ce que les religieuses avaient dit, pour vraiment respecter, pour qu'il y ait un suivi dans l'éducation, c'est ça. Et moi, j'étais d'une famille où les parents n'étaient absolument pas ni bigots, ni prudes, mais c'est toute cette époque. Il y avait l'oncle curé, les tantes Ursulines, et on était déjà, au départ, dans toute cette ambiance qui pesait sur nous. Mes parents ne nous ont pas élevés d'une façon restrictive, mais on n'a pas davantage entendu parler de sexualité. Moi, je me rappelle qu'à 7 ou 8 ans, assez éveillé, je réalise que la voisine est enceinte. Alors, je dis, Madame Thérèse va avoir un bébé. Ma mère, ben voyons, tu t'es trompée. Elle arrivait de l'étable, là, puis elle avait mis davantage de vêtements. Et là, ce qui en reste, c'est on ne devrait pas parler de ça. Non, mais la sexualité, en somme, c'est qu'elle n'existait pas. Elle existait, mais tout était défendu. Tout était défendu. Mais alors, tout ce qu'on savait faire, on ne savait pas comment le faire. Mais elle était omniprésente, parce qu'au fond, ce qui arrive, c'est le problème qu'on pose, c'est que l'éducation religieuse était essentiellement l'éducation sexuelle. Absolument. Oui, c'est ça. C'était seulement Et la sexualité, elle était omniprésente. Il y avait très peu de gens qui tuaient, il y avait très peu de gens qui volaient. Alors, on concentrait sur le 6e commandement. Le 9e, c'était plus tard. Et puis, c'était impudique, point de cela. Puis là, tout y passait. Les danses trop vives, les mauvaises même pas trop vives. Les mauvaises les confessions, là, qui étaient là. Et on y croyait. Et on y croyait parce que la menace suprême, la punition capitale, c'était la damnation éternelle. Mais ceux qui nous l'enseignaient aussi, ils croyaient. Et c'est en ce sens-là que tout le monde était victime. Mais combien sommes-nous à avoir appris tant d'attouchements de mauvaises pensées qu'on a débuté de la même manière? Mais ça n'existait pas quand même, le mot sexe n'existait pas. Non. Parce que dans le langage, dans la sémantique sexuelle, c'était les parties. Oui, c'est ça. Comment t'appelais ça, toi, dans ton livre? Le bisourlou. C'est joli, Pierre Chipoin, moi. Le Pierre Chipoin, et toi? Non, moi, il n'y avait pas de nom. On n'avait pas de mots, on pointait. C'est encore pire. Moi, j'avais suivi un cours, tu sais, avant de faire de la communion solennelle. Pendant des semaines, un frère nous avait dit, je vais vous parler du mystère de la vie. C'est la grande question. On était tous excités à la communion solennelle. Et il nous avait dit, il nous avait réunis, et c'était à la campagne, j'étais pensionnaire dans un collège, dans le milieu rural. Et il nous avait dit, voici, le matin, on est tout excités, on est une quarantaine d'élèves, on l'écoute fébrilement, il dit, bon, les enfants, ça vient, par où on va? Il regarde aux grandes toilettes. Les fils de cultivateurs se tordent de rire, et l'autre, les petits citanés, moi, ça m'écœurait. Je ne connaissais pas ça. Alors, imagine-toi cette notion, et ça avait été sa grande déclaration, mon mystère de la vie, je l'ai drainé pendant 6-7 ans, me demander, c'est-tu incroyable? Ça, c'était la chance, sans doute, d'avoir été, comme moi, un fils d'agriculteur. Mais alors, c'était l'ignorance qui parlait aux ignorants, parce que c'était un ignorant. Là, c'était un ignorant, mais quand même, ça a des répercussions sur la pensée, puis dans ton subconscient de petit garçon. Moi aussi, on me l'a dit, ça. Et pendant des années, j'ai eu très peur. Je me disais, moi, jamais j'aurai d'enfant. Jamais j'aurai d'enfant. Parce que tu as peur. Tu as des peurs qui te restent très longtemps. Moi, j'ai eu très peur à naissance de devenir enfant. Tu as eu peur de toi? Oui, hein. Mais ça, je pense une maladie. Ah oui, mais ça, je pense que c'est indépendamment de l'éducation religieuse qu'on a eue. Je pense que les femmes, et c'est une chose dont on parle peu, mais c'est que je crois que les femmes en général, mais je ne veux pas changer de sujet là, les femmes, au fond, ont très très peur d'accoucher parce qu'elles ont peur de mourir. Et les femmes, on n'ose pas le dire parce que... Oui, mais maintenant, c'est mal de dire. Tu crois qu'ils ont peur de mourir? Oui, je crois. Encore? Moi, je crois. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être assistés par leur mari et moi, elles peuvent davantage partager cette angoisse, alors qu'à l'époque, moi, j'ai demandé à ma mère, vous avez eu l'occasion d'en parler avec une belle-mère des belles-sœurs? On ne parlait pas de ça. Jamais. Ma mère a 78 ans, elle a été élevée dans ce courant.
Mais j'estime pas que pour avoir été élevé en milieu rural, on a été davantage brimé. Mais vous voyez accoucher, vous voyez les vaches, il y avait une école extraordinaire. Nos petits frères, on pouvait quand même vérifier nos perceptions. Il y a certains parents, plus tard, qui ont voulu faire l'éducation sexuelle de leurs enfants. Les prêtres, ici, moi, je me souviens du père Desmarais, que Dieu ait son âme, mon Dieu, qui, un jour, alors que j'étais invitée à une émission de radio, et j'ai dit, c'est aux parents à faire l'éducation, ça a été épouvantable. Il m'a envoyé aux enfers, parce que je disais qu'il fallait enlever aux prêtres l'éducation sexuelle et la donner aux parents. Oui. Mais il y a des gens qui... Moi, j'ai pas eu d'éducation sexuelle de la part de mais personne n'en a eu. Mais j'ai eu des gens tolérants et des gens qui passaient l'éponge plutôt que d'être, de dire des imbécilités. Et tu parles des prêtres. Au collège, par exemple, les garçons, la masturbation, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je masturbais. C'est pas vrai, Gaston. On était pris en flagrant délit. Convaincu que j'étais le seul. Mais pris en flagrant délit. Et c'était pas souvent. Mais le film ne disait pas un mot, il n'y avait pas de punition pour ça. Il y en a d'autres, j'ai connu des gens qui ont été châtiés. Mais la solitude dans laquelle, parce qu'au fond, il ne faut pas être nostalgique, c'est des choses qui sont du passé. Non. Mais c'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est sûr. Ceux qui nous indiquaient comme ça vivaient dans les mêmes angoisses que nous, pour la plupart, sauf ceux qui étaient instruits et qui faisaient ça pour contrôler. Ça, il y en avait. Mais c'était la solitude dans laquelle on pensait tous quand on était en état de péché mortel. Moi, mon livre, ça commence comment j'ai fait ma première communion en état de péché mortel. Mais la solitude dans laquelle moi j'étais plongée quand j'avais 5 ans, parce que j'ai fait ma première communion à cet âge-là, jusqu'à l'âge de 17 ans, au moment où je me suis confessée de ça, d'avoir été en état de péché mortel, sans savoir pourquoi j'étais en état de péché mortel, mais c'était affreux. J'étais sûre que j'étais la seule au monde. Il y a des enfants qui ont été plutôt traumatisés. Toi, tu avais une tendance mystique, Denise. Il y a des enfants qui... Les confessions, en tous les cas, moi, je peux rappeler... Vous commencez votre livre en disant que vous étiez en état de péché mortel. Et moi, je commence le mien en disant que j'étais un saint parce que je suis né le jour de ma première communion. Alors donc, deux perspectives. Moi, j'étais convaincu d'être bon. Et le trauma est venu lorsque j'ai découvert à 14-15 ans que c'était dur d'être bon. Bon, mais c'est exceptionnel. Ce que Gaston dit, c'est que toi, tu n'avais pas... Une petite fille, par exemple, qui était pleine de tentations sexuelles, qui avait des frères ou des frères qui avaient des amis, elle se trouvait en perdition comme André. Mais on avait tous des... Mais je veux dire, on était tous en état de tentation. Pensez à je sais pas moi, embrasser un garçon, c'était ce qu'il y avait de pire, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait après. Alors donc, c'était... Mais on était envahis de ces pensées-là, sans savoir ce que c'était. Des effets de tentation, des effets de confession que vous parliez tantôt. Moi, je me rappelle que, à ce moment-là, j'avais 2 enfants. Et le père Desmarais, on suivait si vous vous rappelez, il y avait des retraites à la télévision à ce moment-là. Et puis, j'étais allée à une retraite paroissiale, qui n'était pas une retraite fermée, une retraite paroissiale. Il y avait un prêtre, là, qui a commencé à faire le sermon d'une façon tellement autoritaire et tellement bouleversante. Il a commencé à dire aux personnes qui étaient âgées, vous savez, là, mesdames, là, même si ça fait 50 ans que vous êtes mariées, quand vous avez embrassé vos cavaliers dans les charrettes, n'oubliez pas que vous êtes encore en état de péché si vous ne les avez pas dit. Et moi, dans toute cette histoire-là, je me suis dit, là, j'ai commencé à analyser combien de fois j'avais embrassé mon mari avant, combien de fois entre les cas. Et là, je suis revenue chez moi, mais j'étais malade. Mais vraiment malade, je vomissais. Ma mère a dit, les retraites, c'est fini avec aujourd'hui, pour l'amour, va plus là, ça te rend malade. Mais je me sentais tellement en état de péché. C'est pour ça que quand Gaston dit, moi j'étais une petite fille sensible, je crois qu'il y avait beaucoup de gens comme ça. Mais ce qui est terrible, c'est que ça a pris 25 ans avant qu'on se mette à parler. Moi je sais bien quand mon livre est sorti, il y a eu une réaction ici très forte. Il y a eu une partie de la réaction qui s'expliquait pour d'autres raisons, qui n'avaient pas de rapport avec mon livre, mais surtout à cause de ce que j'étais. Bon. Mais il y a beaucoup de gens, et c'est là que j'ai découvert ce dont l'éditeur m'avait prévenu en lisant le livre. Il m'a dit, je crois que vous ne vous rendez pas compte, parce que ce que vous racontez, puisque c'est vrai, et moi je ne savais pas ça, puis il connaissait le Québec et tout, il m'a dit, il doit y avoir, peut-être qu'il y a des gens qui ne vous le pardonneront pas parce qu'ils ont voulu oublier, ils ne veulent pas que vous parliez de ça. Et c'est vrai, c'est ça qui s'est passé, parce qu'il y a eu comme un psychodrame autour de ce livre-là. Moi, quand tu disais que tu avais vécu un état de péché mortel, Denise, moi je le sentais, parce que j'ai aimé beaucoup ton livre, tu le sais. Et moi, il y a des journées, moi, parce que, si tu veux, aller servir 4 messes par jour, et puis à se sentir tellement coupable que des fois, quand j'avais des accidents d'adolescents, la passion d'adolescent, j'allais me confesser 4 fois par jour. Non pas après l'avoir fait 4 fois par jour,
mais parce que j'avais peut-être omis des choses. Voilà. Donc, moi, maudite obsession. J'ai jamais vécu ça de façon aussi obsédante. Ce dont je me souviens, qui avait été traumatisant, c'est une rentrée de collège, où là, on nous engage un nudiste, ou je sais pas trop. Un quoi, un nudiste? Un nudiste, sans doute. Et pendant 4 jours, là, on nous a tenus, et j'en ai appris là, moi, probablement sur toutes les projections de ce bonhomme qui se faisait plaisir à nous entretenir, là, de tout ce qui était les aspects de la perversion. Ça peut être un rédame terroriste. Ou quelque chose, je crois, Gaston, que c'en était un, effectivement. Et j'en soupçonnais pas tant, moi. Je suis sûr qu'à cette époque-là, d'ailleurs, il y a nombre de prédicateurs qui, quelque part, se sont fait plaisir en opprimant des gens et mais en quel transférant... pouvoir de faire peur, Oui. quel pouvoir. Mais le pouvoir, il l'avait entièrement. et ce pouvoir-là sur les petites filles, les aumôniers qui faisaient des retraites fermées, des jeunes, très jeunes filles, quand on avait 13, 14 ans, je l'ai raconté aussi, où moi j'ai appris des choses que je ne voulais pas savoir. Un aumônier qui avait fait une retraite fermée et qui parlait des seins, et qui parlait des seins, quand il parlait des seins, il appelait ça des bouteilles à lait. Quel mépris! C'était terrible, tout ce côté machiste et en plus, c'était une façon, c'était très, très, très trouble, le rapport qu'il établissait avec nous. Moi, je voulais pas savoir ce qu'il racontait. Mais moi, ce qui m'a C'est ça qu'il raconte dans Adam Webb, quand il raconte l'histoire d'Adam Webb, que c'est Ève, tous les prêtres ont dit c'est Ève qui a fait pécher l'homme. Donc, Ève, c'est la provocatrice, c'est elle qui va vous faire perdre votre belle âme. Mais alors, comment voulez-vous que ces hommes-là, plus tard, soient des hommes qui aiment les femmes? Ils ont toujours cette idée que c'est la tentatrice, que c'est elle qui fait le La confusion dans laquelle, en tout cas moi, que je ressentais, c'est que tout était défendu, et puis moi j'ai été élevé chez des frères, et j'étais un jeune étudiant obéissant, je chantais dans la chorale, et j'étais timide, donc je me faisais tasser d'un coin. Et je me suis fait tasser par des prêtres, et puis par les frères, mais toute mon enfance, sans trop savoir comment réagir, sans oser en parler aux parents. Et tout le climat malsain des amitiés particulières, Dieu sait si on nous en parlait. Moi qui détestais le sport, ils avaient inventé un hiver de me faire marquer les points et les assistances au hockey. Après 2 ans, je n'y comprenais pas plus quoi que ce soit. Mais on ne pouvait pas nous laisser quelque part ou uniquement à lire. Il fallait toujours nous occuper pour pas que les mauvaises pensées nous assaillent. Donc, nous n'avions qu'une idée en tête et qu'une obsession. Et en ce sens-là, on nous a volé nos enfances. Parce que, évidemment, on s'en sortait autrement. Parce qu'un enfant, mais je dirais, restons même dans la petite enfance. On s'en est sorti, on s'en sortait parce qu'on jouait. À quel prix? Mais à quel prix? Mais tu sais, dans le fond, Denise, moi, je dis bien sûr, on semble faire le procès aussi de l'Église. Mais c'est plus encore que l'Église. C'est toute une société, dans le fond. Sûr. Parce que, comme disait Denise tantôt, les prêtres ont aussi été victimes. Et nos parents ont été victimes aussi. Mais des prêtres, des hommes de pouvoir, qui abusaient de leur pouvoir. Et qui traitaient les jeunes filles comme on leur racontait. Mais qui avaient des dictats d'évêques et qui avaient des lettres pontificales. Oui, absolument. C'est là. C'était le pouvoir. Tenons les gens dans l'ignorance. Et comme ça, ils ne se révolteront pas. Mais nous étions en domination. C'est quand on voit nos révolutions modernes, que ce soit au Cambodge, du Vietnam, on s'aperçoit que ceux qui prennent le pouvoir, les pouvoirs communistes, la première chose qu'ils font, ils rééduquent le peuple. Quand les Anglais nous ont conquis, ils ont regardé ça, ils ont dit, on n'a pas besoin de faire ça. Ils ont laissé tout l'aspect psychologique aux curés et aux prêtres. Et c'est l'Église, et c'est devenu eux. On était déjà brainwash par eux. L'obéissance, il n'y avait aucun problème avec. C'est l'Église. Alors lorsqu'on critique l'Église, la société, mais la société, c'était l'Église. L'autorité venait passer tout passe par l'Église. Il n'y a pas un député qui ne regardait pas avant ce que son curé. Quand j'ai fait une application pour un emploi, ça prenait une lettre de député puis une lettre du curé. C'est la nuance aussi que je veux apporter dans ça. Parce que dans l'Église, puis moi, je ne veux pas me porter à la défense de l'Église, mais il y a eu des hommes quand même sensés que j'ai rencontrés et qui ont été aussi importants que certains tyrans ou certaines personnes qui nous gardaient dans une espèce de coquille. J'ai eu des hommes, moi, dans l'Église, qui ont des prêtres et des éducateurs, qui ont été tellement simplifiants pour moi et qui m'ont aidé à régler bien des problèmes qui avaient été créés par les leurs. Oui, et moi, si je n'avais pas eu des religieuses pour m'aimer, parce qu'elles avaient beaucoup d'affection, elles manifestaient beaucoup d'affection, c'était nos mères. Je ne serais pas devenue ce que je suis devenue aussi. Il y a tous les hommes de ces gens-là qui ont quitté par la suite. Oui, d'accord. Et qui est une sorte de réponse
à toute cette pression. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut faire très très attention quand on parle de cette période-là, parce que c'est vrai qu'on raconte des choses terribles qui nous étaient enseignées par des gens qui y croyaient, en grande partie, ou par des gens qui exploitaient la situation. Mais on ne serait pas ici pour parler français s'il n'y avait pas eu aussi. Tout à fait. Et puis, on a quand même eu des bonnes bases. Voilà, mais ça, c'est parce qu'il faut tout dire ça en même temps. C'est pour ça que c'est difficile de parler de passé. C'était que la sexualité, finalement, qui dérangeait tout ça. Oui, mais elle était... Oui, une époque comme ça. C'était une époque. C'est important puisqu'on doit vivre entre hommes et femmes. Et qu'on faisait en sorte qu'on soit des ennemis. Et qu'on se méfie les uns des autres. Moi, si j'ai voulu raconter, c'est pas pour que ça ait l'air d'un règlement de compte, parce qu'au fond, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on ait l'air de faire des règlements de compte. Moi, j'ai attendu d'avoir eu l'impression de m'en être sortie pour le raconter, parce que ce que j'ai voulu raconter, c'est la victoire de la vie sur la bêtise. Parce que c'est ça qui est arrivé, c'est qu'on peut s'en sortir. Et puis, évidemment, on peut parler autre chose aussi. On peut dire que la notion de péché, il y a aussi une notion de plaisir qui est associée à ça. Il y a une notion d'excitation. Je ne sais pas, moi, ce que des jeunes qui ont 20 ans et qui pratiquent une sexualité totalement libre, je ne sais pas quel type d'émotion érotique ils ont. Je suis pas capable. Je ne sais pas si on serait prêt à payer encore. Ben non, mais bien sûr. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'aller. Et d'autre part, quand on dit une sexualité totalement libre, il n'est pas vrai que chez les adolescents, elle soit si libre que ça. Parce que, au nom de ne pas avoir cette pression, ils adoptent des comportements, à mon sens, qui sont plus intelligents que les nôtres, parce que les nôtres étaient de peur et de culpabilité. Mais tu sais, ça fait de permissivité, d'audace aussi. Mais on voit simplement le problème de la drogue aujourd'hui. Je t'assure que quand tu regardes les audaces qu'ils ont pris, la curiosité, moi, des fois, je regrette, mais là, en riant, avec un sourire en coin, le plaisir du défendu. Oui, alors, mais ça existe. Et ça, je veux dire, on ne parle pas des excès, mais il est sûr que le plaisir de l'interdit est quelque chose de délicieux. Mais si on fait un bilan, on fait les bilans. Et deux fois plaisir. Parlant d'interdit, il y a encore bien du monde qui sortent avec les femmes des autres et les maris des autres. Je veux dire, ça, c'est comme interdit. Mais c'est pas ça. Oui, mais il y en a, parce que c'est la vie qu'on met. Mais si on faisait un bilan, je pense qu'on a plus souffert de tous ces interdits qu'on a eu du plaisir à cause de ces interdits. Alors, je pense que c'est... Mais je sais pas si on a... Ça dépend des tempéraments. Je suis pas prête à dire qu'au moment où on l'a vécu, qu'on en a souffert... Je crois. Oui, je crois. Je crois qu'on était... Je veux dire, on était malheureux. On se sentait seul, isolé, coupé des autres. Oui, ça dépend. On s'attaque au psy de l'homme. Et on voit quelle génération... On dit qu'on s'en est sorti. On s'en est pas sorti. Moi, je crois pas. On s'en est pas sorti parce qu'on a, en perdant, parce qu'on a tous perdu la foi un peu, pas la foi en Dieu, mais la foi en la religion, et on était déçus. En étant déçus, on a perdu, quand on perd un peu la foi, on perd un peu confiance en soi. Et je me demande, ça serait intéressant, j'ai pas de statistiques là-dessus, cette génération-là qui a voté contre le oui, n'avait pas assez confiance en elle, peut-être. Et c'est les gens de cette génération-là, les plus jeunes qui ont le courage. Non, mais il ne faut pas confondre les choses et faire un saut dans la politique. Moi, je pense pas. Moi, je pense... Non, mais on parle pas, je ne parle pas politique, là. Je parle de notre Non, mais je ne crois pas, parce que je ne crois pas que, je veux dire, si on regardait l'éducation sexuelle, ou enfin la réaction à cette éducation, des gens qui ont voté oui ou voté non, vous retrouvez le même type de comportement. Je pense que le problème n'est pas là. Mais le problème, par exemple, qui s'est posé, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une situation aussi extrême sans aller à l'autre extrême. Et ça nous a coûté cher. Mais là, je ne voudrais pas, Denise, qu'on aille trop vite, là. Je voudrais qu'on revienne à les fréquentations, par exemple. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que chaque sexe s'est mis à se méfier des autres. Et pourquoi on s'est marié si jeune? Toi, André, par exemple, dans ton livre, tu racontes pourquoi tu as failli te marier avec une fille que tu n'aimais pas du tout pour avoir la permission de coucher. Mais bien sûr. Et on s'est aperçu quelques années après que c'était pas la vraie fille ou le vrai gars. Et ça a fait des mariages qui ont éclaté dès que le divorce est... Mais les parents, il y avait aussi des parents qui disaient, bon, écoute, là, t'as 18 ans, ils forçaient un peu la note. C'est un bon parti, il y a un peu d'argent, il est bien instruit. C'était ça. Mais la période des fréquentations, moi, je me rappelle, entre autres, que on avait un canapé en rond un peu, puis mon mari venait tout juste pour mettre la main sur mon épaule. Ma mère, elle avait top, 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 vous la voyez arriver dans le corridor, puis là, automatiquement, les mains devaient se déplacer. Et en plus, si on chantait beaucoup, parce que mon mari était chanteur, puis moi, je jouais du piano à l'époque, alors on prenait beaucoup plaisir le soir à chanter. Tu chantes de 8h à 9h30, à un moment donné, Anne Gauzier. Alors, ça mérite une pause. Alors, quand on s'arrêtait, on entendait des moments, on la voyait arriver dans le corridor. Moi, qu'est-ce que c'est qu'on faisait?
on n'avait pas 5 minutes de liberté. On sortait du salon. Alors qu'une fois marié, tu n'avais plus le droit de te refuser à ton mari. Non, non, c'est sûr. Et que c'était péché de se refuser à ton mari. Absolument, absolument. Là, c'était les pour faire des extrêmes. enfants, il fallait Mais pas c'était avoir que pour plaisir faire en des faisant. enfants, Jeannette. C'était que pour faire des enfants. Mais je pense que ce qui a changé les choses, parce que moi, je suis un tout petit peu plus jeune que vous, donc les fréquentations comme ça, je n'ai pas connu ça. Moi, j'étais à On a l'université. triché un peu. Non, on ne trichait pas, mais il y avait un autre problème, c'est que tant qu'on n'a pas eu la contraception, il y avait cette grande peur. Moi, je suis de la génération de la pilule. Alors évidemment, ça a changé bien des choses. Ça a permis de briser des interdits. Encore qu'à l'université québécoise où j'étais, quelqu'un a été expulsé et s'est fait dire « Vous forniquez, mon enfant ». Et on ne peut pas, dans cette université, admettre quelqu'un qui fornique. Et c'est pas en 1900. Mais je vais vous dire, c'était encore une société littéraire, parce que maintenant, le mot n'est plus utilisé. C'est dommage, parce que c'est un vieux mot. Maintenant, on le dirait plus C'était d'ailleurs brutalement. un grand prélat qui le prononçait. J'imagine. Et c'est en 1960, il n'y a pas longtemps. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai publié mon livre, j'ai rencontré des jeunes, des groupes de jeunes, parce que je me suis dit vraiment pour eux, ça va être... vraiment, ils vont descendre sur la ligne, parce que je savais que les parents, donc les générations précédentes, avaient eu ça à leurs enfants, et surtout les gens de ma génération, qui s'étaient découverts libérés dans les années 60 avec les mouvements des années 60. Et ils ont été totalement silencieux. Et ils n'ont pas raconté à leurs enfants ce qui s'était passé. Ce qui est terrible, parce qu'il faut transmettre la mémoire, et toute la mémoire de ce que l'on a été. Je peux vous dire et que alors, mes neveux, qui sont maintenant, je ne sais pas, 18, 20, 25 ans, ont été absolument... Ils ne pouvaient pas croire que ça pouvait se produire. Parce qu'on a l'impression que c'est très loin. On a l'impression que c'est tellement loin. Mais moi, dans un cégep, il y a un jeune garçon qui m'a dit, qui s'est levé, qui d'ailleurs, il s'exprimait bien, donc ça me plaisait, parce que je suis sensible à ça. Il m'a dit, je vous remercie, madame, parce que vous me permettez de faire la filiation avec mes parents. Parce qu'il y a des choses que je n'avais jamais compris d'eux, et que je comprends mieux. Et ça a été terrible de taire ça. Parce qu'il faut... Au fond, on n'aurait pas dû en avoir honte. On aurait dû être content, comme j'ai dit, d'être capable de s'en sortir de toutes les façons. Il y a des gens qui s'en sont pas sortis. Le problème, c'est qu'il faut avoir une personnalité forte pour se sortir d'une affaire pareille. Dans le fond, c'est qu'on a connu, nous autres, le vrai déclin de l'Empire. De cette façon-là. Ou les années de la Grande Noirceur. Mais non, oui, enfin, c'était pas le déclin de l'Empire, c'était pas la décadence, au contraire, c'était le contraire. C'est un déclin quand même qu'on a. Mais c'est parce que je pense qu'on anticipe, parce que moi je crois que le déclin de l'Empire américain, d'ailleurs je l'ai écrit récemment dans un magazine français, le déclin de l'Empire américain, ce sont les enfants de l'eau bénite et les enfants du souffle, comment vous êtes, du souffle dans les lampions. C'est ça que ça a donné. Ça a donné une société, ça a donné des gens qui sont désespérés, parce que moi je trouve que c'est un film très très désespérant, et parce que ce sont tous des gens qui ont été éduqués de cette façon-là. Et voilà maintenant quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils véhiculent. Et au fond, le discours, l'obsession sexuelle, elle est là. Ce film-là, c'est l'obsession sexuelle. Mais dans ça, comme résultat aussi de ce qu'on a appris, dans ma vie d'homme aussi, dans mon comportement d'homme aussi, j'en ai souffert beaucoup, parce que c'était un dur apprentissage que de ressusciter à d'autres valeurs et à d'autres constatations aussi de ma vie de couple aussi. Moi, j'en ai été hypothéqué et ça a été difficile de m'affranchir à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne l'admettront pas. Bien sûr. Mais où c'était un dur apprentissage à tenir compte. C'est beaucoup plus facile de dire je n'ai pas été marqué par mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne peut pas ne pas être marqué. Au plus mal, on nous a volé des adolescences qui auraient pu être extraordinaires. On était jeunes collégiens. On n'a pas lu ce qu'on doit lire normalement quand on est adolescent. Et on a eu tous ces schismes qui avaient été installés entre les gars et les filles, où il fallait nécessairement être stédé. Je veux dire, ce rapport de compagnonnage, je vois mes enfants aujourd'hui, moi, bon, je dis à Frédéric, il va danser dans les boîtes. Tu vois, avec les filles, voyons, je danse. Nous, tout le rapport était établi dans un but sérieux. Et c'était... D'ailleurs, moi, j'avais c'était pire que ça. Oui. Moi, au couvent pensionnaire, je vais vous dire quelque chose. Le couvent était dans la petite Bourgogne, juste en bas de Westmount. Et on montait dans la toiture, puis on arrivait toujours chez les pères franciscains, parce que c'était le lieu de la marche, le pain de la marche. Mais on passait devant la maison des francs-maçons. La loge. Oui. Et là, quand on passait devant cette maison, non, il fallait détourner la tête. Et vous parliez d'adolescence tantôt, mais quand on rencontrait un homme, monsieur, on devait détourner la tête aussi. En tout cas, je peux vous dire la période d'adolescence, toute la période, enfin, où est-ce qu'on allait plus. Moi, quand je revenais des retraites fermées,
Je traversais la rue quand je voyais des hommes. Parce que ce qu'on m'avait raconté était trop terrible. Je l'ai raconté. Denise, j'avais peur. Je vais vous dire une chose. J'ai fait un voyage au Saguenay en sortant de mes études. Mes parents m'ont payé un voyage, une croisière. Et j'étais avec une compagne qui, elle, à ce moment-là, était ce qu'on appelait académicienne externe au couvent. Et quand on est arrivé à Tadoussac pour traverser le petit pont, moi, quand je voyais un homme, je traversais de l'autre côté. Et quand j'en voyais un autre de ce côté-là, je traversais, elle me disait, Huguette, t'es folle ou quoi? Je disais, non, mais écoute, moi, j'ai peur. Mais on m'avait tellement... dit que les hommes attaquaient. Oui! Mais c'est ça que je trouve grave. Les gars, on est ça, tous c'est grave. Parce que tu restes avec une idée des hommes qui est terrible et les hommes restent avec une idée des femmes. Non, mais vous nous qui est attiriez. Je sais qu'on partait quand on était jeune, il y avait une expression très vulgaire. On allait à la peau. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Non, mais c'est les gars. Mais c'est vrai, les gars, c'est à Ça, je n'ai l'expression. jamais entendu. Ou à la chasse au talon. T'as jamais entendu ça? On allait à la chasse au talon aussi. Ah, ben, moi, il y avait La chasse au talon, c'est un peu mieux. Les chasses, c'est plus gentil. On allait à la chasse au talon. Oui, oui. Mais la peau, là, vraiment, C'est moins c'était explicite. agréable. Mais nous autres, c'était vraiment avec une idée pernicieuse. Oui, mais ça, de ta part, ça m'étonne pas. Tandis que de la part de monsieur, tu vois, c'était déjà Il y a quand même paquet. une balade. Mais tous ces livres qu'on nous a pas permis de lire, moi, j'adorais lire. Je me suis retrouvée dans Stendhal, on ne pouvait pas dire ça. tu pouvais pas lire Balzac, tu pouvais pas lire Zola. On avait Bob Moran et les collections scouts. On avait le docteur À Carrel. l'Université de Montréal. Le docteur Carrel aussi. Les collections scouts et des Bob Moran. Le docteur Carrel et puis le père Garrigou-Lagrange. Mais c'est terrible quand tu penses aux connaissances que tu peux prendre. C'est-à-dire qu'on a pris du retard. On a pris du retard, on a pris oui, du retard. oui, oui. Et puis découvrir le grand monde à 15 ans, même si on le relie à 35, c'est pas la même chose. Non. Donc, en ce sens-là, ce sont des émotions perdues. C'est ça, Les gens exactement. rappellent de m'être fait défendre de lire la Bible par un prêtre. Ben, moi aussi, c'était strictement des... Faut que tu racontes quand tu as découvert que Ben, je l'ai découvert beaucoup plus tard. le sixième commandement n'existait Ah, pas. je l'ai découvert beaucoup plus tard. Impudique point ne sera de corps. Ça ni de n'existe conscience. effectivement. Ça n'existe. Il a découvert pas. ça dans la n'existait pas Bible. dans la Bible, ni dans la Bible... Dans le Nouveau Testament, dans la Bible aussi. Dans la Bible catholique de Jérusalem. J'étais si mal foutu. Parce qu'en somme, il y a 11 commandements. Et il y en a 3 qui ont rapport avec Dieu, un seul Dieu, ça se répète 3 fois. Il n'y a absolument aucune impudicité, puis évidemment, l'Église s'accrochait là-dessus pour la masturbation. Alors, éliminer ça, mais ça n'existe effectivement pas. Les frères des écoles chrétiennes avaient trouvé le moyen dans l'élève ou l'école, on a tous eu ça au primaire, d'illustrer le sixième commandement. Il y avait un garçonnet en pyjama et il y avait une porte entrouverte. Alors, en 4e année, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de la porte, finalement? Oui. Ça, et ça s'expliquait pas. L'œuvre de chair, on en parle. Mais je dois dire que ça, oui. ça faisait beaucoup appel à l'imagination. Oui, et je suis sûre que... Alors, c'est pour ça qu'on était très, très alimentés de mauvaises pensées. Justement, l'œuvre de chair, moi j'ai toujours pensé que c'était de l'alimentation. Mais moi, De là, on comprend beaucoup de choses, là. Ça faisait partie de la gourmandise. De là, voilà. Mais est-ce que... Bon, si la répression sexuelle a fait le déclin de l'Empire américain, est-ce que dans vos façons d'élever vos enfants, ça paraît? Est-ce que vous êtes plus large, vous dites plus de choses à vos enfants? C'est un mélange, c'est un paradoxe des fois. C'est difficile. Entre l'audace et aussi du mal qui devient de la pudeur, dans mon cas aussi. Il y a des choses dont je n'ai jamais parlé, parce que je ne savais pas comment faire. Non, mais ça, la pudeur, ça existe de C'est toutes la les façons. pudeur, moi. Mais la pudeur, ça existe de toutes les façons. Je pense que ça n'avait pas de rapport avec la pudeur. D'ailleurs, nous étions prudes, mais ça n'avait rien à voir avec la pudeur. Hein, de se déshabiller dans un garde-robe. C'est pas de la pudeur, non. C'est pas du tout de la pudeur. La pudeur ne peut exister que quand on est libre sur le plan sexuel. La vraie pudeur, au fond. Est-ce qu'on faisait l'amour à la lumière non plus? Ça se faisait à la noirceur? Ah ben, moi, l'Hydro-Québec était nationalisé. Alors, comment tu élèves tes enfants, toi? Ben, je pense que c'est beaucoup plus librement. En tout cas, c'est facile de dire ça de soi. Mais je suis sûre, c'est... Comme on n'a jamais eu... comme on n'a jamais jeté d'interdit aux enfants, je pense, ma femme comme moi, qu'on ne les a pas opprimés en quelque manière, les questions viennent bien. Et je pense que ça coule tellement naturellement, de la façon, moi en tout cas, avec laquelle j'aurais aimé que ça se passe. Ce que tu dis, c'est exceptionnel, parce que moi, j'interviewe souvent des jeunes et qui me disent qu'ils ne savent encore rien. Les parents sont incapables de parler aux enfants. L'éducation sexuelle ne se fait pas plus. Mais il y a une autre chose, en général. Je crois que même ceux qui font l'éducation sexuelle à leurs enfants, ça dépend de l'âge.
l'âge à laquelle on dit aux enfants, je crois que les petits-enfants, par exemple, si vous voulez leur faire une éducation sexuelle, ils oublient d'un âge à l'autre, parce que le rapport à la sexualité est quelque chose d'extrêmement profond et de très, très complexe. Et je pense que même des petits-enfants à qui on dit des choses, d'un âge à l'autre, ils peuvent l'oublier. Parce que moi, je connais des gens qui ont donné des réponses aux enfants quand ils avaient 4 ans, 5 ans sur les bébés. Et ces enfants-là, qui ont maintenant, je sais pas moi, 16, 17 ans, disent, moi, les parents, on l'a jamais dit. Je pense que c'était plus facile chez moi. C'est une question de climat. Moi, je pense n'avoir jamais caché les revues, interdit d'émissions ou les lectures. Pardon? T'avais ça chez toi. Non, mais je parle avec mes enfants, là, j'en ai 4, tu comprends? Et jamais on a jeté d'interdit sur rien. Non, mais on s'arrête où à ce moment-là? Parce que là, bon, disons, il y a la télé payante, là, puis là, il écoute un film, là, où est-ce que c'est marqué, bon, qu'il y a de la nudité. Sauf que même si c'est un documentaire en Afrique, là, ça lui prend pas grand-chose pour avoir de la nudité. Mais là, on s'arrête où, là? Là, ils font l'amour, là, puis ils sont tout nus, là, puis tu te dis, toi-même, bon, ben là, je suis un parent moderne, mais j'ai dit, à quel moment que j'ai dit... que tu changes de poste, ben que tu l'envoies dans sa... À quel moment, où est-ce que tu t'arrêtes? On n'a pas de modèle. C'est qu'on n'a pas de modèle, là. On sait pas, on peut pas faire comme nos parents. Je me promène tout nu dans la maison, là. Mais là, quand j'embrasse, là, mon mari, là, c'est-tu trop pour l'enfant? Jusqu'où que je vais? Violette, quand tout s'est joué avant 5 ans avec les enfants, puis qu'il y a une question de climat, on ne fait que grandir avec ça. Moi, je crois pas que mes enfants, en tout cas, veuillent se cacher. Je me rappelle un jour, Magali est arrivée. Ah, papa, t'as des revues cochonnes. C'était Mia et Classe, le corps humain. On en a profité. Elle avait, je sais pas, 5 ou 6 ans. Quand on met pas tout ce mysticisme alentour... Même ça, je pense qu'il n'y a pas tout... Non, mais il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. C'est que la sexualité, c'est quelque chose de mystérieux et ça le restera même si on est ouvert. C'est normal. Non, mais c'est parce que c'est l'intimité. Donc, moi, mon fils qui a maintenant 9 ans, ben, mon fils, il fait toutes sortes d'histoires. Et cette année, à l'école, il voulait pas faire la gymnastique parce qu'il veut pas... Parce qu'à l'école, à Paris, les petits-enfants se déshabillent tous ensemble. Et ben, il veut pas se déshabiller devant les autres. Je ne lui ai jamais parlé comme ça. C'est sa propre pudeur à lui. Le rapport à notre propre sexualité, c'est quelque chose de très important et de très, très personnel. Mais donc, même si c'est tout ça, moi, je lui réponds, il me pose des questions. Finalement, la question que je posais, je l'ai probablement mal posée, c'est est-ce qu'on est porté, comme dans le déclin, à aller à l'extrême? Alors qu'on a eu tellement de répression, est-ce qu'on est porté à être très large? Et peut-être en donner trop d'informations, peut-être aller aux extrêmes. Mais c'est pas aux enfants, c'est avec nous-mêmes qu'on est allé trop loin. C'est avec nous, justement. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je pense qu'on a des tendances à être aussi sévères avec ses enfants qu'on l'a été avec nous. Par instinct, ça ne veut pas dire qu'on l'est. Alors, la grande période de 70 à 80, la libération sexuelle, est-ce que vous pensez que c'est le retour du pendule? Moi, j'ai eu des réactions très violentes à ce moment-là sur l'espèce de libération. Oui. Comme si, comme disait M. Parizeau, on jette le bébé avec l'eau du bain. Enfin, d'autres avaient dit ça avant M. Parizeau, je te signale. Qui? Alors, ça vient de loin, ça vient de la Bible, mon Dieu. Ça vient de la Bible. Alors, bon, de toute façon, et moi, ça m'avait traumatisé, cette espèce de libération, d'excès. Parce qu'en même temps, il y avait des réminiscences de ce que j'avais vécu. Puis, bon, je trouvais que... Où était la limite? On me pose toujours la question. La modération a bien meilleur goût. Moi, je me souviens, Mme Bertrand, que à toutes les 2-3 semaines, je m'accusais de désir impur. Parce que j'avais toute une liste de péchés. Puis il faut pas que tu dises tout le temps les mêmes péchés, parce qu'à un moment donné, il ne croit plus. Puis là, quand il ne croit plus, là, c'est plate parce qu'il doute de tout ça. Alors, à toutes les 2-3 semaines, le désir impur revenait. Je m'accuse d'avoir eu des désirs impurs. Jusqu'au jour, il m'a demandé quel désir. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire, ça, désir impur? Puis qu'est-ce que je voulais dire, quel désir impur? Je sais-tu, moi? Ben, j'avais dit, des désirs impurs, je sais pas, là, moi, je savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'était dans ma liste. D'avoir envié mon prochain, d'avoir fait de la peine à ma mère, ça avait toute une liste que t'étais pas du tout conscient d'avoir fait. Mais non, surtout si on avait un péché important, il ne fallait pas que ce soit un diamant qui sorte seul, il fallait l'entourer de toute l'affaire pour essayer de le passer en. Beaucoup changeait de confesseur, lui. Il allait ça. Il se soit trouvé des Anglais. Toujours, il fallait changer. À Saint-Dominique, moi, je parlais très mal anglais, puis lui, il comprenait très mal français, on s'entendait très bien, il m'envoyait toujours. Je savais tellement souvent qu'il me reconnaissait. Mais vous avez posé la question tout à l'heure, là, comment est-ce qu'on est... Les limites. Oui, les limites. Moi, je veux dire quelque chose après.
d'éduquer les enfants, c'est bien évident. Regardez maintenant. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien que ces enfants-là aient été élevés autrement, parce qu'ils ne se comporteraient pas, ils se comporteraient comme nous. Et bon, mais je pense que quand je dis que le règlement de compte, on l'a fait à nous, qui avons été victimes de cette éducation, on s'est fait ça en allant à l'autre extrême, en se comportant nous et en payant le prix de nos propres personnes. C'est là qu'on s'est fait du mal. Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai été un peu rejetée, moi, de ma famille par mon comportement. Mais moi, j'ai été libérée à un moment donné de toute cette histoire. J'ai gardé une de mes filles, la plus jeune de mes filles, avec son ami qui n'était que son fiancé. Et oh, quel scandale! Et alors, ils avaient leur chambre chez moi. En 77. Ah bon? C'est pas très vieux, hein? Alors là, on a dit, oh là là, hein, ça n'a pas de bon sens. La décadence. C'est épouvantable. Là, j'étais devenue une femme complètement, je m'excuse l'expression québécoise, tournée sur le couvert. Ça n'avait pas de bon sens. Et moi, j'ai dit à mes cousines ou quelqu'un, j'ai dit, mais quelle est la différence entre des étudiants qui n'ont peu de sous, qui vont aller payer un motel de 35 $ pour faire l'amour, alors qu'ils ont ma chambre pour la faire, ils vont le faire de toute façon. Puis ils me donnent 25 $. Et si moi, je suis prête à accepter l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, au fond, je me sentais aucunement coupable de l'avoir fait. Et je l'ai fait pour ma fille avec le plus grand amour et je n'ai aucun regret, même si j'ai été rejetée de tas de gens à cause de mon comportement. Si elle était arrivée avec un compagnon différent tous les 15 jours... Ah, ça, c'était autre chose. Ça, c'était autre chose. Mais je parle de son partenaire qui était son futur mari. Et pourquoi pas? Mais mon Dieu, ce que j'ai été critiquée. L'apprentissage aujourd'hui, ils ont plus tendance à avoir des futurs. Oui, des partenaires. Bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous élevons en général, je parle en général, mal les enfants, puisque les enfants se droguent, puisque les enfants se... Souvent, ils n'en ont pas ceux-là. Hein. Je trouve que nous élevons mal les enfants. Oui, voilà. Oui, peut-être. Oui. Mais enfin, alors, il y a trop de permissivité, il y a trop de liberté, les enfants sont trop libres. On dit ça aussi. Mais moi, il y a un vacuum. C'est pas une absence de liberté, c'est qu'on s'en occupe pas, c'est pas la même chose. La religion ayant tellement été puissante, et soudainement c'est devenu zéro, il faut trouver d'autres incentives pour bien se comporter. Puis je pense que ça, tranquillement, les jeunes le découvrent. J'en ai des enfants qui ont une trentaine d'années, et puis qui sont assez bien balancés. Ils n'ont pas besoin... Il y a eu un extrême, il y en a... Parce que c'est pour pas reculer loin en arrière. En 77, que je vous ai parlé tantôt, mais en 67, par exemple, pour l'aîné, j'aurais jamais fait ça. C'était 10 ans. Moi, par exemple, je suis choquée, j'étais choquée de voir de mes connaissances, des filles de mon âge, des femmes de mon âge, donner la pilule à leurs filles avant que les filles le demandent. Ça, moi personnellement, c'est des choses qui me choquent. Et je considère que c'est pas à la mère de faire ça. Elle peut parler, mais il faut pas... Parce que moi, je ne crois pas au rapport entre les parents et les enfants, que ce soit des rapports amicaux. Ce sont des parents de parents-enfants. Et il faut que cette relation-là, les parents assument d'être des parents. Mais vous voyez, Denise, dans une relation de liberté, moi, dans une relation de liberté, j'ai une fille qui l'a refusée. Et le médecin lui disait, ça pourrait améliorer ta condition. Puis elle a 16 ans et demi maintenant, elle a fait ce choix. Et elle vit avec son choix. Moi, je dis, l'apprentissage de la liberté, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette fille-là qui lui a fait choisir de ne pas prendre la pilule? Je sais pas. J'ai pas à les régler ça, moi. Elle s'est retrouvée devant un médecin. Il y a eu échange avec sa mère. Elle a fait ce choix-là. Alors que sa sœur dit, « Ah, ben, t'es bien niaiseuse, moi. » Mais tu penses pas que si cette femme qui offre la pilule à sa fille, c'est parce qu'elle-même ayant souffert de répression, dit, mais ma fille, moi, elle va être libre, elle va... Oui, mais il ne faut pas dans les extrêmes dont je parle. Mais il ne faut pas faire porter à ses enfants les tyrannies de nos propres enfants. Voilà. Et ça, c'est important. Et en ce sens-là, il y a toute une génération, qui est ma génération, au fond, qui est la génération de l'Empire américain, qui est les gens qui ont le début de la quarantaine, cette génération s'est comportée avec leurs enfants d'une façon un peu irresponsable dans ce domaine-là. Compensatoire. Compensatoire, oui, c'est compensatoire. Pour effacer. Voilà. C'était un silence. Et ce sont les enfants aussi qui ont payé. C'était un silence qui compensait
à la dogmatique qu'on avait eue, à la menace, le pendule, tu sais, de la condamnation. L'enfer. L'enfer, ben, c'était ça. Et on a préféré le taire parce qu'on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé de compromis. C'est pour ça que dans les vieux pays, puis ça me frappe toujours, encore cette année, là, quand je vois les jeunes gens à Paris, des garçons et des filles, je trouve toujours qu'ils ont l'air d'avoir des rapports plus simples entre garçons et filles. Dans les lycées. Ils ont commencé beaucoup, on discutait, avant on discutait. Est-ce que tu penses, Denise, que c'est vraiment typique aux Québécois, cet excès de la démesure? Absolument. Oui. Dans les vieux pays. Des mesures avant aussi, en 50 aussi, et des mesures maintenant. Mais bien sûr, parce que dans les vieux pays, on chambarde pas et on bouleverse pas les choses de cette façon-là. Évidemment, ils l'ont bouleversé autrement avec les guerres. Ils se sont fait les pires règlements de compte qui étaient les guerres. Bon, mais en dehors de ça, il est sûr, puis même dans les relations hommes-femmes, et Dieu sait que la société française est une société machiste, où les hommes sont encore les coqs gaulois. D'ailleurs, ça a des côtés très agréables, parce que vous ne pouvez même pas payer un verre d'eau quand vous êtes avec un homme. Enfin, moi, vous savez, j'aime mieux ça que quand l'addition arrive, ça coûte 17 piastres et 13, puis que le monsieur divise en deux, puis que le sou de plus, il vous le donne. J'ai beaucoup de difficultés à... Avec un il y a des avantages et des désavantages. Voilà, c'est ça. Mais donc, dans cette société-là, je trouve que les rapports hommes-femmes, au bout du compte, sont plus... J'ose pas utiliser un qualificatif, mais enfin, ça a l'air plus simple. C'est plus naturel, hein? Ils font ça des choses. Mais je pense pas que ce soit typiquement québécois, parce que si on prend la boule dans son ensemble, si on regarde l'Espagne, le Portugal, tous les pays qui ont eu des... qui ont eu la religion. Et si on regarde dans d'autres régions, on simplement regarder l'Iran. Oui, mais là, vous allez dans des pays de délire. Mais même l'Espagne... Ce sont des convaincus religieux de la même façon, avec le chadar. Non, enfin, c'est pire que l'Espagne. Mais ce que je veux dire, la société espagnole n'était quand même pas une société monolithique. Il y avait des gens en Espagne, il y avait eu des anarchistes, il y avait une tradition d'incroyance. Nous, la société, parce que c'est ça qu'on n'a pas mentionné, c'est que moi, je me souviens après avoir fait la campagne de presse en France, les gens me disaient, mais vous savez, moi j'ai connu ça dans tel couvent de la Bretagne. Mais ce que je leur expliquais, c'est que tout le Québec était le couvent de la Bretagne. C'est que dans la société québécoise, c'était la société entière, au fond, qui était comme ça. Et il y avait des poches, des endroits chez les jésuites à Mont-Royal-Brébeuf, où là on était sophistiqués, où là on était... Oui, quand même. Bon. Et puis il y avait un peu plus... Bon, la dernière fois que je suis... Toutes les maisons mères, je m'excuse. La maison mère des Sœurs Jésus-Marie, des Sainte-Croix, de la Congrégation Notre-Dame, toutes les maisons mères étaient un peu différentes de tous les couvents qui découlaient de ça. Et ça se sentait. Il fallait tout simplement aller au couvent, par exemple chez les Sœurs Sainte-Anne, aller au couvent de la Chine, et vous voyez toute la différence entre la Chine et tous les autres couvents. Mais il y a une chose, par exemple, l'an dernier, j'ai eu une expérience, l'an dernier, je crois, je ne sais plus, ça fait peut-être un an et demi, une expérience formidable. Les religieuses m'ont demandé de présider le congrès de l'Association des religieuses du Québec, après la sortie de mon livre, je le signale. Moi, j'ai vu ces femmes-là, il y en avait 1500. Des femmes qui ont quoi maintenant, 55, 60 ans, il y a plus de jeunes religieuses, ou très très peu. La remise en question de ces femmes-là. Puis il y en a qui me disaient à quel point elles étaient d'accord, puis qu'elles avaient été victimes elles-mêmes. Elles sont formidables. Elles se sont remises en question comme aucun groupe social, et surtout pas les prêtres, ça je vous signale, surtout pas les hommes, se sont remises en question dans la société québécoise. Ces femmes-là sont des femmes formidables. Et la plupart d'entre elles ont conscience qu'elles ont été, elles aussi. Ce serait très intéressant d'avoir des prêtres ici, qui ont vécu, qui ont été ceux qui ont dit « vous allez aller en enfer » pour savoir comment ils sentent maintenant. Ceux qui disaient « vous allez aller en enfer » c'était moins grave que ceux qui disaient aux jeunes filles « vos seins, ce sont des bouteilles à lait. » Des bouteilles à lait. Il y en a quelques-uns. C'est aussi grave. Presque même en 87, les enfants dont les parents sont très ouverts ne se créent pas eux autres mêmes un faux interdit. Quand je vois des enfants rire sous cap, je veux dire, quand ils voient des seins à TV, alors que la mère se promène nu-sein à journée longue, alors l'enfant réagit exactement comme il y a 20 ans, alors que ces enfants-là, ils avaient raison, ils n'en voyaient jamais. C'est tout à fait normal, c'est tout le rapport qu'on a à notre propre sexualité. C'est des réactions normales. Mais tout à fait. On ne pourra jamais... Alors les enfants ont besoin quand même que le mystère demeure. Mais le mystère doit demeurer. Le mystère qui est une émotion, on a tous besoin de ça. Déjà, lorsque vous employez le mot mystère, vous retournez à il y a 40 ans. Pas du tout. Non. Voyons donc, la relation amoureuse est une relation mystérieuse. Mais là, tu sais, c'était un mystère pour nous pendant des années. Il y a quelque chose de symbolique.
C'était plus que le mystère, c'était la noirceur, c'était l'ignorance totale. C'est ça, voilà, exactement. C'était l'ignorance totale. Mais le mystère, c'est un beau mot. Les hommes ne savaient pas comment les femmes étaient faites et vice-versa. Alors, mais l'espoir a maintenant l'âge de nos enfants. Moi, je pense ça. Nous autres, notre espoir, c'est que vous continuez ça chez vous. Hein? Parce que là, en tout cas, pour vous autres, c'est terminé. Alors, j'espère que vos enfants qui vont vous demander, c'était-tu comme ça dans ton temps, papa puis maman, que vous allez dire oui, c'était comme ça. Alors, la semaine prochaine, il y a énormément de tentatives. C'est moins drôle, là. Oui, c'est moins drôle. Il y a énormément de tentatives de suicide. Alors, on va parler à des gens qui sont rescapés du suicide. Alors, des gens qui ont tenté de se suicider puis qui en sont sortis. Voilà. Hein? Ils vont nous expliquer comment ça s'est passé. Alors, mais c'est difficile d'admettre ça, qu'on a vécu ça. C'est moins difficile. Mais la seule façon de bien vivre et d'être bien dans sa peau, c'est de l'admettre et de se dire... Bernard Roy, l'ami personnel et le secrétaire principal de Brian Mulroney, avait jusqu'à maintenant